Si on prenait le temps, eh ben voilà, au cœur d'une chaîne info, une émission pour prendre le temps de l'expression, prendre le temps de la discussion, 1 heure ensemble pour parcourir l'actualité à travers le regard de notre invité jusqu'à 18h. Aujourd'hui, Jean-Louis Debré, bonjour. Bonjour. Je vais prendre le temps pour citer un peu que vous êtes docteur en droit, magistrat, plusieurs fois ministre, maire, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel. C'est intéressant pour voir un peu, pour comprendre votre regard de l'actualité. Auteur de plusieurs best-sellers. Aujourd'hui, on va parler de votre dernier livre, Nos illustres inconnus, ces oubliés qui ont fait la France. C'est Albin Michel. On parlera aussi de l'actualité, votre regard sur la PMA. Vous n'en avez pas beaucoup parlé de votre regard sur la PMA. Donc on va vraiment avoir votre regard maintenant que vous êtes libéré du Conseil constitutionnel, etc. Vous avez été un grand témoin de l'actualité. On va parler aussi de Charles Aznavour, de Manuel Valls, bref, de toute l'actualité. Mais avant tout, Jean-Louis Debré, Gérard Collomb, est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Vous étiez ministre de l'Intérieur, il est ministre de l'Intérieur, il présente sa démission au président de la République, le président de la République refuse, et là, il vient de dire « je maintiens ma démission ». Je pensais en venant ici que vous alliez m'expliquer ce qui se passe. Je ne comprends rien. D'abord, quand je regarde l'histoire politique française, lorsque des ministres veulent démissionner, ils démissionnent. Comme Chevènement. Hulot, Hulot, il se démissionne. Chevènement a démissionné. Ça ferme sa gueule, ou ça démissionne. Il y en a beaucoup. Là, je pense que Collomb avait besoin d'entendre de Macron que Macron l'aimait encore. Ah oui, il est amoureux en fait de Macron. Il y a une affaire d'ego. Une affaire d'ego. Mais après avoir humilié quand même Macron en disant qu'il manque d'humilité. Collomb a, la semaine précédente, levé le doigt en disant « j'existe, je suis là, je suis là, regardez-moi ». Et pour être sûr que le président le regarde, il lui a dit « je vais démissionner ». Alors, on en reparle tout à l'heure. On va tout de suite, place Beauvau, où se trouve Loïc Signor, notre envoyé spécial. Loïc Signor, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Dites-nous tout. Oui, c'était surtout censé être la place forte ici, la place Beauvau de la Macronie dès le début de ce quinquennat. 30 mètres séparent le 55 du Faubourg Saint-Honoré, la résidence de l'Élysée et le ministère de l'Intérieur, les deux hommes forts de la Macronie, le président bien sûr et le ministre de l'Intérieur. C'est lui, Gérard Collomb, dès le printemps 2015 qu'il demande à Emmanuel Macron de se jeter dans la bataille à l'époque, imaginait-on, de la primaire de la gauche face à François Hollande mais également face à Manuel Valls. Que s'est-il passé depuis? Eh bien, le ministre de l'Intérieur s'est isolé du président de la République et il le reproche à Emmanuel Macron. « Tu es trop seul », lui dit-il en privé. Et il y a Lyon, la tentation lyonnaise pour Gérard Collomb depuis plusieurs mois. Il n'en a jamais fait mystère, il y retourne dès que possible. Les municipales arrivant, eh bien Gérard Collomb a décidé d'informer le président de la République qu'il se dirigerait vers ces municipales. Emmanuel Macron lui a demandé de rester encore un peu jusqu'aux élections européennes. Pas question pour Gérard Collomb qui reproche au président il y a quelques semaines un manque d'humilité, qui lui fait un nouvel affront aujourd'hui après avoir refusé sa démission. Il la maintient et donc Emmanuel Macron, le président de la République, demande au Premier ministre Édouard Philippe de prendre des décisions. Autrement dit, c'est la fin entre Gérard Collomb et le président de la République. D'ici quelques heures, quelques jours, il devrait donc y avoir un remplaçant à Beauvau, même si Emmanuel Macron, maître des horloges, une formule chère au président de la République, c'est lui qui décide quand il y a un remaniement. Merci Loïc Signor en direct de Place Beauvau. Jean-Louis Debré, vous parlez un peu de cette rupture d'amour en fait entre Emmanuel Macron et Gérard Collomb, rupture de confiance. Gérard Collomb a été le premier ou l'un des premiers à soutenir le président Macron. C'est un fidèle parmi les fidèles. Et ne plus se sentir aimé, ça a dû le meurtrir. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne se sente pas aimé? Peut-être que dans l'organisation du gouvernement, l'Élysée passe directement. On l'a vu dans l'affaire Benalla. On voit un certain nombre de choses, de dysfonctionnement de l'État. Et peut-être que Macron en a fait reproche à Collomb, quoi qu'il en soit. Mais c'est ça l'important. C'est qu'aujourd'hui, Collomb va voir Macron et dit « je vous donne ma démission ». Oui. Macron lui dit « tu restes en place ».
Et il fait une interview dans un journal en disant « Mais je suis toujours démissionnaire Oui. ». C'est pas sérieux. Comment ça doit se passer normalement? Dans les règles de l'art. Il n'y a pas de règles. Mais en principe, c'est le Premier ministre qui donne la démission du gouvernement et le président nomme un nouveau gouvernement. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'histoire de la République, nombre de ministres qui étaient en désaccord avec soit le chef du gouvernement, soit le président de la République, disaient, allez voir le Premier ministre, puis le président de la République en disant « je m'en vais ». Mais là, ce qu'on voit aujourd'hui, ça n'a jamais existé sous la Ve République. Ça a probablement existé, mais ce n'est pas public. Ah, peut-être. Ce n'est pas public. Aujourd'hui, on met tout sur la table. On met tout devant les écrans. Et quelle est la conséquence sur l'autorité du ministre en question? Faible, car les hommes et les femmes qu'il a sous ses ordres, les fonctionnaires de police, peuvent se dire, dans quelques semaines, on aura un nouveau ministre. Et probablement que dans la philosophie du président de la République, c'est lui, président, qui décide quand un ministre s'en va. C'est ça. On l'a vu avec Hulot, ça n'a pas marché. Eh oui. Là, on sent qu'on on rentre dans une nouvelle ère. Une nouvelle ère. Je vous demanderai tout à l'heure, est-ce qu'on n'ira pas vers la 6e République? Je sais que vous êtes un fervent défenseur de la 5e République qui fête ses 60 ans dans 48 heures. Mais là, tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, on avait Éric Ciotti qui interpelle le Premier ministre en lui disant, à cause de Gérard Collomb, rupture, problème politique, à cause de cette rupture de confiance entre le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas rien dans cette période d'attentat. Et deuxièmement, la protection des Français. Les Français sont en danger. Vous pensez que les Français sont en danger? Non. Alors, les forces de police ont une haute idée de leur responsabilité et ils assumeront de toute façon leurs fonctions. Ça ne sert à rien, alors, au ministre de l'Intérieur? Non, je n'ai pas dit ça. Ils sont là, il y a une hiérarchie. Mais il ne faut pas que ça dure. C'est ça. Il ne faut pas que ça dure. Il y a surtout qu'il y a le budget du ministère de l'Intérieur à défendre. Il faut le défendre. Comment est-ce que le ministre de l'Intérieur va défendre son budget alors qu'on sait qu'il est démissionnaire? Tout ça n'est pas une bonne image de la politique. On va écouter la réponse d'Édouard Philippe tout à l'heure à l'Assemblée nationale à Éric Ciotti qui lui disait que ce n'était pas possible. Chaque ministre qui compose ce gouvernement doit se consacrer pleinement à sa tâche. J'ai connu comme vous, monsieur Ciotti, des membres du gouvernement qui, à une époque, considéraient qu'il était possible, voire permis, d'être membre du gouvernement et de solliciter un mandat local parfois, et même parfois, monsieur Ciotti, présidentiel. Ni vous, ni moi n'avons jamais dit à ces ministres de l'Intérieur, lorsqu'ils étaient candidats, soit à des municipales, soit à des présidentielles, qu'ils ne se consacraient pas pleinement à leur tâche. Vous le savez parfaitement. Je vous propose, monsieur le député, de cesser cette hypocrisie. Jean-Louis Debré, est-ce que vous n'avez pas envie de dire un peu à Gérard Collomb, quitter la politique avant qu'elle ne vous quitte un peu? C'est un peu votre credo, vous le dites tout le temps. Oui, sauf qu'il y a un moment, il faut prendre sa retraite de la politique. Parce que certains lui reprochent de ne pas quitter la politique, ou bien... Mais le problème n'est pas là. C'est pas là. D'abord, quand le Premier ministre cite des précédents ou présidentiels, c'est le précédent de Sarkozy, et Sarkozy a démissionné. Complètement. Là, ce que je reproche, si M. Collomb veut s'en aller, oui, qu'il s'en aille. Personne n'est irremplaçable. Mais c'est... Et pourquoi il part je m'en vais, tu me retiens, mais je veux quand même partir. Tout ça n'est pas une bonne image de la cohérence gouvernementale. Bonne image de la cohérence gouvernementale. Est-ce que maintenant aussi on a eu cet après-midi une bonne image de la cohérence de l'Assemblée nationale? Puisque cet après-midi, une image, Manuel Valls, il arrive. Est-ce qu'il n'aurait pas pu démissionner aussi, peut-être dans son coin? Est-ce qu'il n'a pas peut-être théâtralisé sa démission? Vous me direz. Parce que regardez l'image où on voit Manuel Valls qui démissionne, il est applaudi par les députés de La République En Marche, applaudi, ils se mettent debout pour saluer justement son départ. Et puis on voit les images des députés de la France Insoumise avec un panneau disant bon débarras. Ça, c'est une Assemblée nationale de 2018 ou bien elle a toujours été comme ça? Vous savez, la politique est devenue un métier du spectacle. Alors on fait un spectacle. Et quand quelqu'un s'en va, on l'applaudit parce qu'il s'en va, mais on est très content qu'il s'en aille. C'est de l'hypocrisie. La politique, c'est de l'hypocrisie. Cette phase-là
de la politique, c'est de l'hypocrisie. Et je crois que le Parti socialiste a tout fait pour que Manuel Valls s'en aille, tout fait. Et maintenant qu'il s'en va, ils l'applaudissent. Merci, au revoir et à bientôt. Alors, on va aller tout de suite à l'Assemblée nationale avec Charlotte Tonfoy-Barrier. Vous êtes sur place. L'Assemblée nationale était plutôt divisée, justement, au départ de Manuel Valls. Oui, absolument. On n'avait pas vu Manuel Valls à l'Assemblée nationale depuis longtemps. Il n'avait pas siégé dans l'hémicycle, rendez-vous compte, depuis très longtemps. Seulement 5 fois depuis le mois d'avril dernier. Alors évidemment, chaque parti avait choisi sa méthode, lui avait réservé un accueil particulier pour saluer sa sortie. Les Républicains l'ont longuement applaudi. La République en marche, même chose. Elle s'est levée comme un seul homme. Standing ovation longue et appuyée pour l'ancien Premier ministre. Et puis il y a eu les mots de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, les mots aussi d'Édouard Philippe. Ils ont tous les deux salué Manuel Valls, salué l'ancien Premier ministre. Édouard Philippe a affirmé que c'était un choix osé et courageux que de se porter candidat à la mairie de Barcelone. Et puis il a affirmé aussi que la France entière était reconnaissante envers le Premier ministre, faisant référence notamment au discours prononcé par Manuel Valls ici même dans l'hémicycle au lendemain des attentats en janvier 2015. Échange donc chaleureux, presque amical avec la République en marche et notamment avec le Premier ministre. Tout autre accueil bien évidemment par la France insoumise qui a agité des pancartes sur lesquelles il était marqué bon débarras dès la prise de parole de Manuel Valls. Il faut dire que les critiques sont nombreuses, son absence répétée, je vous le disais, à l'Assemblée nationale, le manque selon eux de représentation des électeurs d'Evry et plus largement de l'Essonne, mais aussi la question du financement de sa campagne électorale en Espagne, puisque de nombreux députés de la France insoumise le soupçonnaient d'utiliser ses frais de mandat pour financer cette campagne. Manuel Valls était devenu tout simplement l'une des victimes préférées, favorites de la France insoumise. Merci Charlotte Tonfoy-Barrier. Jean-Louis Debré, est-ce que vous iriez jusqu'à le qualifier de traître? Mais non. Non. C'est pas ça, c'est que je me demande en regardant ces images ce que peuvent penser les Français. Alors qu'ils sont préoccupés par la pression fiscale, par l'insécurité, par le chômage, on leur offre la politique leur offre un spectacle absolument désespérant. Voilà, premier spectacle. C'est un ministre qui part, qui ne veut pas partir, on retient contre son gré. Et après, on passe un quart d'heure à saluer un personnage, certainement très estimable, qui vient dire « je m'en vais, je me présente ailleurs ». Et à ce moment-là, on oublie le reste. Ailleurs, bien ailleurs. Bien ailleurs. On oublie le reste. On oublie les préoccupations des Français. Et si on voit dans notre pays se développer un antiparlementarisme, si on voit dans notre pays se développer élection après élection les progrès de l'abstention, c'est peut-être aussi ce spectacle que nous donnons, je me mets dedans quand je faisais la politique, que nous donnons les Français. Quand tout va bien, on peut tout faire. Mais quand il y a des préoccupations qui préoccupent les ménages, qui préoccupent les familles, qui préoccupent les Français, on a l'impression que les politiques, ils jouent dans une autre cour. Alors, on va continuer à en discuter tout à l'heure. On va faire une petite pause. Mais quand même, vous me direz si vous êtes sincère, parce que dans votre livre dont on va parler, Nos illustres inconnus, il y a certains députés qui donnaient des gifles à d'autres. Enfin, ça a toujours été un peu le spectacle. Non, vous me répondrez tout à l'heure. On parlera de la PMA, de ce livre, de votre regard justement sur l'actualité. On a tout le temps. On a tout le temps. On prend le temps. À tout de suite. On reste sur CNews. Retour sur le plateau de Si on prenait le temps, et aujourd'hui on prend le temps avec Jean-Louis Debré, docteur en droit public, magistrat, plusieurs fois ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel, donc un vrai regard sur l'actualité. Et vous sortez un livre, on en parlera tout à l'heure, qu'on voit à l'image, Nos illustres inconnus, on en parlera dans un instant. Mais tout à l'heure, juste avant la pub, je vous disais que vous dénoncez un peu la politique spectacle, alors que dans votre livre, vous parliez de gifles à l'Assemblée nationale. Oui, mais à l'époque, ça ne se passait qu'à l'Assemblée nationale. Ah, c'est quoi les images n'étaient pas exportées. Or, aujourd'hui, dans l'hémicycle, il y a des caméras de télévision, tout est transparent, très bien. Si bien que la conduite que l'on doit avoir dans l'hémicycle doit être une conduite différente, puisque les Français vous voient. Il y a eu, sous la Troisième République, des invectives, des gens qui sont sortis, il y a même eu des gifles, etc. Mais ça restait dans le microcosme, par exemple. Or, aujourd'hui, vous êtes n'importe où et vous voyez ce spectacle, qui n'est pas un bon spectacle. On a l'impression, notamment lorsque on vote des lois, de voir ces hémicycles complètement vides. Ce n'est pas ça qui va redonner
à la politique, c'est lettre de noblesse. Par conséquent, il faut prendre la mesure de son temps, être cool, et prendre la mesure de son temps, c'est de considérer que la politique est devenue un métier du spectacle, que l'on donne un spectacle, et il faut donner un bon spectacle. Donc c'est pas toujours péjoratif lorsque vous dites spectacle. Non, c'est pas péjoratif. C'est comme ça. Tout est spectacle aujourd'hui. Spectacle. Nous nous donnons un à la spectacle. communication. Vous vous donnez un spectacle. Pas trop. Mais un peu. Non. Oh. Mais peu importe. Tout est transparent, tout est spectacle. C'est ça, la transparence il faut entraîne savoir, une exigence de conduite. Et il y a des gens qui sont éloignés de tout cela, qui reçoivent ce spectacle grâce à votre chaîne de télévision. Et donc, ils voient ces agitations. Là, par exemple, vous disiez tout à l'heure qu'on voit Manuel Valls, que pensent les Français. Je regardais sur les réseaux sociaux, alors certains disent « Mais pourquoi est-ce qu'on applaudit un traître ? Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas franc ? Mais pourquoi est-ce que les députés de La République En Marche disent « Bon débarras, un peu de tenue quand même ?» C'est vrai que là, tout est ouvert et on ne pardonne pas un écart, en fait. Oui, et puis vraiment, les Français qui n'ont pas la mémoire courte, c'est le bal des hypocrites. Il y a quelques mois, Valls était honni par son parti, par ses camarades. Ils ont failli le faire battre à Évry. 140 voix d'écart. 140 voix d'écart. Et aujourd'hui, il s'en va et tout le monde l'applaudit. Arrêtons. Donc là, vous dites que ça fait du mal aux institutions. À l'image. Ça nourrit l'antiparlementarisme. À l'image que l'on doit avoir des hommes et des femmes politiques qui sont les représentants de la nation. Je sais bien que tout évolue, mais les voir arriver maintenant débraillés, pas de cravate, pourquoi pas demain s'il fait chaud en Bermuda. Oui. Tout ça n'est pas... Ils sont des représentants de la nation. Ils ont une mission et ils doivent l'incarner avec sérieux. Quand on voit un député qui monte à la tribune avec sur un t-shirt avec marqué des slogans, c'est pas sérieux. Alors, par exemple, à cette occasion, François de Rugy, il avait pris justement une décision en disant d'avoir une tenue un peu réglo, si vous permettez l'expression. Il n'empêche que dans votre livre, j'ai vu que le premier député musulman, il venait avec sa djellaba. Oui, mais 1896, si ma mémoire est bonne. C'est Philippe Grenier, qui était député de Pontarlier. Du Haut-Doubs, converti à l'islam, mais il y avait aussi des prêtres qui venaient en soutane. Exactement. Aujourd'hui, la laïcité de l'État fait que dans cet espace public, tout le monde, on ne doit pas afficher sa religion. Bon, mais il y avait une plus grande tolérance. Aujourd'hui, on est très intolérant sur tout ce qui n'est pas normal. Entre guillemets, normal. Voilà. Mais vous-même, vous dites aussi que le fait qu'on soit intolérant, c'est par rapport à la transparence que ça rend intolérant. Oui, la transparence rend intolérant parce qu'on donne un spectacle. On donne un spectacle. Qui est un spectacle. Parce que l'intolérance et la politique métier du spectacle fait que, pour exister, il y a quelques jours, un député me disait « Comment est-ce que je peux faire pour passer à CNews ?» Non. Alors un député. Un député. Non, mais En Marche. J'ai plus de mémoire de l'appartenance politique. Et je dis c'est très simple. D'abord, il faut faire une phrase très courte. Et deuxièmement, dis du mal de tes amis. Dire du mal de ses ennemis, ça sert à rien. Si tu veux passer à la télévision, crée le buzz en disant du mal de tes amis. Excellente analyse, sauf dans cette émission, si on prend le temps. Oui, mais je vois très bien ce que vous voulez dire qu'il faut... On peut raconter des petites histoires. Mais alors, vous critiquez aussi la politique d'Emmanuel Macron, un peu sa communication. Restons sur la communication. Oui. Vous dites aussi là aussi communication spectacle. Là, il revient des Antilles. Selon moi, il a fait quand même un bon voyage où il a quand même renoué avec ce peuple ultramarin dont il s'était éloigné, les Guadeloupéens, les Martiniquais en criaient, etc. On est content qu'il soit venu, mais pour vous, c'est quoi comme politique ? Je me souviens, pendant la campagne électorale, il dit « j'aurai la parole rare ». On est d'accord. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Qu'il aille aux Antilles, moi qui ai une passion pour l'outre-mer, c'est parfait. Les Antilles, c'est la France. Et le président de la République doit y aller régulièrement pour entendre, écouter ce que disent nos compatriotes de la Guadeloupe ou de la Guyane ou d'autres départements d'outre-mer. Mais je crois qu'il faut aussi qu'il reste
dans son statut de président de la République. Donc, et la grande vertu de Macron, c'est d'avoir restauré la fonction présidentielle. Le président de la République n'est pas quelqu'un de normal. Ne serait-ce que parce que le regard des autres sur lui n'est pas un regard normal. Il incarne la France. Jean-Luc Debré, est-ce que quand même, on est en 2018, on est à l'heure des réseaux sociaux, ça va vite. Premièrement, il a le droit de changer. Le président Macron, en se disant oui, effectivement, j'aurai la parole rare. Nous, journalistes, on s'est dit bon, ça va peut-être pas durer. Effectivement, ça n'a pas duré. Est-ce que c'est pas bien, premièrement, d'oser changer et deuxièmement, aller au contact de la population? Est-ce qu'on n'a pas ce besoin-là aujourd'hui? Tous les présidents de la République sont allés au contact de la population. Jacques Chirac, le général de Gaulle a fait toute la France. Chirac y allait régulièrement. Mais il y a des limites, vous dites. Mais il faut rester dans son statut. On a besoin d'autorité, on a besoin de dignité, on a besoin naturellement, parce que l'Élysée, on s'enferme à l'Élysée, d'aller écouter, d'aller entendre, mais pas forcément devant des caméras de télévision, pas forcément pour donner un spectacle. Donc ce qui vous embête, c'est qu'il a été voir des gangsters, ou bien qu'il a été voir des Noirs, enfin je me permets l'expression, ou bien qu'est-ce qui vous embête dans tout ça? Non, je trouve qu'il y a certaines photos qui sont choquantes. Il n'a pas vu le doigt d'honneur? Oui, mais on ne voit pas le président de la République enlacer des jeunes comme ça. On embrasse, on serre la main, etc. On ne se donne pas en spectacle. On vient en contact, on écoute, on peut même réunir dans une salle un certain nombre, notamment aux Antilles, de mères de famille qui ont un rôle important pour les écouter. Mais on a l'impression qu'on vient, non pas pour écouter, mais pour faire des photos. Alors, et ça m'énerve un petit peu. Ça vous énerve? Et vous savez ce qu'il répond, le président Macron? Oui, mais j'ai entendu très belle réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je m'occupe de tous les Français, je les aime tous. Ah ben on va écouter ce qu'il a dit sur sa communication. Comme ça, comme dit la chanson. Je suis désolé. Je suis fait comme ça. Donc je ne vais pas changer. Je ne vais pas dire, je ne vais pas vous faire des mea culpa parce que ça vous ferait plaisir ou que vous voulez l'écrire ou autre. Je suis fait comme ça. J'aime les gens et je vais au contact des gens. Et je m'emporte parfois avec les gens parce que je suis naturel. Et je ne me suis jamais drapé dans la fonction qui est la mienne pour me tenir à distance. Voilà ce qu'il vous répond, le président. Oui, mais parfait. Mais ce n'est pas la peine pour autant de faire un spectacle. Vous insistez. Qu'il aille au contact, c'est le problème. La fonction présidentielle nécessite régulièrement d'écouter des gens, d'aller voir celles et ceux qui souffrent, ceux qui ont des problèmes, etc. De l'empathie avec une limite. Oui, et d'ailleurs, c'est le problème de Macron. C'est qu'à la différence de Jacques Chirac, on pouvait contester sa politique, on pouvait critiquer son action, mais il développait une sympathie. Or, Macron, il développe une autorité, mais on n'arrive pas à le trouver sympathique. C'est dommage, parce qu'encore une fois, la France a intérêt à ce qu'il réussisse. Car à droite, il n'y a plus rien, à gauche, il n'y a plus rien, et que évitons de donner la France à l'extrémisme. Et pour l'instant, il est cette voie. Mais on voudrait qu'il se ressaisisse. L'élection de Macron a été un souffle d'espérance. Actuellement, on a, vis-à-vis de sa politique, vis-à-vis de lui, des doutes et du scepticisme. D'ailleurs, vous étiez bienveillant avec Emmanuel Macron. Mais je suis bienveillant. Ensuite, vous êtes tombé dans le doute et maintenant dans la critique. Non, je souhaite... La critique est toujours positive quand elle vient de celles ou ceux qui ne sont pas des adversaires politiques. Moi, je ne fais plus de politique. Depuis 10 ans. Je pense à mon pays. Je pense à la nécessité de ce pays de se redresser. J'attends du président de la République qu'il soit à l'origine de ce redressement et qu'il évite de tomber dans un spectacle. Voilà. Et je souhaite de tout mon cœur qu'il réussisse. Je me fiche complètement de la gauche et de la droite. Je voudrais que le pays se redresse. Je voudrais qu'on arrête cette pression fiscale sur les commerçants, les artisans, sur les classes moyennes. Vous savez, quand on prend l'histoire, c'est important.
sous la 4e République, il y a eu une rébellion fiscale. C'était le mouvement Poujade dans les années 55-56, et qui a été un traumatisme pour la 4e. Aujourd'hui, nous sommes au bord de la révolte fiscale. Il y a à l'évidence des problèmes de sécurité dans un certain nombre de quartiers. Ça fait 30 ans qu'on essaye de les régler. Jean-Louis Debré, on est à 48 heures des 60 ans de la Constitution de la 5e République que votre père a notamment rédigée. Est-ce qu'on est justement au bord du passage de la 6e République? Alors, si vous voulez, ça fait 60 ans qu'on est au bord et on n'est jamais tombé. Oui. Car Hollande... c'est adapté. Je pense qu'on devrait méditer l'action de François Mitterrand. C'est-à-dire? Oui, c'est moi qui le dis. Voilà François Mitterrand, qui en 58 vote contre De Gaulle, qui vote contre la Constitution de la 5e République, qui vote contre l'élection du président de la République. Il n'a jamais changé la Constitution. Qui, dans les 110 propositions, dit qu'il va réduire le mandat à 5 ans, qu'il va tout changer. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé que cette Constitution était parfaite pour l'autorité de l'État. Eh bien, que celles et ceux qui réclament depuis si longtemps le passage à la 6e République méditent la sagesse de François Mitterrand en ce domaine. Juste avant d'arriver à la 5e République, on a passé 11 ans, 25 gouvernements différents. Donc, et c'est là qu'on a basculé effectivement dans la 5e République. Là, vous êtes en train de dire qu'on n'est pas du tout dans les circonstances pour passer à la 6e. Non. Alors, la 5e République, dont on a prédit qu'elle ne durerait pas, a connu 8 présidents de la République, 1417 ministres, dont 23 premiers ministres, 15 assemblées parlementaires différentes, et elle est toujours là. Ça montre bien qu'elle nous préserve d'un certain nombre de dérives, comme la 4e République. Il faut savoir que la 4e République, que vous n'avez pas connue, car vous êtes beaucoup trop jeune, que la 4e République, en 11 ans, il y a eu 25 gouvernements. Il y avait des crises permanentes. Oui, c'est la 4e, voilà. La 4e. Et donc, la France n'était plus gouvernée. Heureusement, la France est à nouveau gouvernée. Alors, ne touchons pas trop aux institutions. Et on a vu effectivement que cette 5e constitution de la 5e République qui va fêter ses 60 ans a été ajustée. 1962, suffrage universel, elle peut être ajustée, ajustée mais pas la changer. Alors, on revient. Il y a eu des changements. Oui, l'élection du président de la République au suffrage universel, 62. L'une, à mes yeux, qui a été très mauvaise, qui est le passage du septennat au quinquennat. Très bien. Alors, on va parler tout à l'heure, on va faire une petite pause, on se revient tout à l'heure pour parler de votre livre. Vous me direz, selon vous, si Emmanuel Macron fera partie de nos illustres inconnus, ces oubliés de la République, dans quelques années. On se retrouve dans un instant avec Jean-Louis Debré. Retour sur le plateau de Si on prenait le temps avec Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien maire, président de l'Assemblée nationale. On a bien parlé déjà de la politique d'Emmanuel Macron, de ce qu'on a vu aussi à l'Assemblée nationale cet après-midi, qui est quand même assez inédit. Votre livre, Nos illustres inconnus, ces oubliés qui ont fait la France. Vous avez, il y a 5 ans, fait un livre sur les femmes, et c'est pour ça que là, c'est surtout dédié aux hommes, même si au début, vous parlez d'abord des femmes. J'apprécie. Juste une question, est-ce que Emmanuel Macron, selon vous, dans quelques années, il fera partie des illustres inconnus? C'est trop tôt pour le savoir. J'espère pour lui qu'il sera un illustre connu. Mais ce livre, m'est venu l'idée, après avoir fait celui sur les femmes, ces femmes qui ont envoyé la France. Quand je vais dans les écoles et les lycées, j'interroge les enfants de 14-15 ans. Et vous y allez une fois par mois, c'est intéressant, oui. Tous les mois? Tous les mois dans une école, un lycée, là où on m'invite. Je reviens, j'étais hier à Oléron. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient oublié. Et pourtant, il y a des personnages de l'histoire de la République qui ont porté des lois. Si je vous interroge sur Viviani, personne ne sait qui est Viviani. Il y a parfois une rue ou un square. Mais c'est lui qui, en déposant une proposition de loi, a permis aux femmes de devenir avocats et a ouvert les barreaux de France aux femmes. Il s'est battu contre tout le monde. Naquet, le divorce. Je pense au divorce, Naquet. Naquet, contre tout le monde, a dit, mais il faut permettre, non pas la répudiation, mais il faut permettre aux couples de divorcer. Alors, on peut trouver que c'est pas bien de divorcer, mais laissons
aux Françaises et aux Français le droit de divorcer. D'ailleurs, vous dites qu'il y a des lois qui imposent et des lois qui permettent. La loi ne doit pas imposer dans les phénomènes de société. Elle doit permettre le libre choix. Quand on va dire un mot de la PMA, si vous voulez bien tout de suite. Bien sûr, quand vous voulez. Quand j'entends les opposants à la PMA, je me dis, mais c'est exactement les arguments que depuis un siècle, on avance pour s'opposer à toute réforme de la société. Lorsque Viviani a déposé sa proposition de loi pour permettre aux femmes de déposer, je me souviens, un sénateur, c'est dans les archives de du Sénat, s'est levé disant « Qu'est-ce qui va se passer quand on reviendra à la maison et que le poulet sera trop cuit ?» Ne faisons pas travailler les femmes. Lorsque Naquet a voulu la loi sur le divorce, on a dit « Mais vous détruisez la famille ». Lorsque Lucien Neuwirth a fait voter l'interruption volontaire de grossesse, immédiatement, on a dit « Mais vous tuez la famille ». Lorsque Simone Veil a fait voter l'avortement, même chose. La famille, c'est important. La famille, elle évolue, elle se transforme. On n'est plus au temps ancien. Et il faut prendre la mesure de la modernité. C'est assez étonnant quand même votre position justement sur la PMA. On va regarder là, par exemple, ce week-end, vous l'avez certainement vu, la une du Parisien avec l'évêque et la prise de position, Monsieur Aupetit, on va voir l'archevêque. On va voir aussi un tweet, l'archevêque de Paris qui s'engage contre la PMA. Il a tweeté ensuite, ce n'est pas l'Église catholique qui est en jeu. L'Église catholique est un éveilleur de conscience. La vraie question est, qu'est-ce que la dignité de l'homme? Cela va bien au-delà de la conception catholique de l'humanité. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que l'Église a le droit de s'immiscer, de s'opposer, de s'engager? Les religieux, les religions ont le droit de dire ce qu'elles pensent. Mais attention à ne pas casser des évolutions inéluctables. Vous pensez que la PMA, c'est inéluctable? Je viens de vous le dire. Ce sont les mêmes arguments qu'il y a un siècle étaient opposés à ceux qui voulaient le divorce, l'interruption volontaire de grossesse, et même plus important, lorsque au début de la Ve République, on a voulu donner aux enfants légitimes et aux enfants adultérins, aux enfants naturels et aux enfants adultérins les mêmes droits que les enfants légitimes, immédiatement certains, avec les mêmes arguments qu'aujourd'hui, nous sommes des éveilleurs de conscience, vous tuez les familles. Mais de quel droit on va dire à un enfant naturel qu'il n'y est pour rien, qu'il n'a aucun droit? Vous savez, je me suis interrogé si un jour, j'avais en face de moi un enfant qui était né de la PMA. Est-ce que je dirais à cet enfant, tu n'as pas de famille, tu n'appartiens pas à ta famille? Je n'oserais pas le dire. Eh bien, la famille, elle se transforme, elle évolue. N'allons pas contre cette évolution. On va voir ce qu'il vous répond, Monseigneur Aupetit, qui était sur RTL. Écoutez ce qu'il dit. La souffrance peut être la même, mais elle n'est pas tout à fait égale, si vous voulez. La situation d'un couple homme-femme qui ne peut pas avoir d'enfant et pour laquelle la médecine propose une solution, c'est-à-dire ce que propose toujours la médecine, et le fait d'institutionnaliser quelque chose, c'est-à-dire d'utiliser la technique pour aller au-delà, c'est pas de situation égale. Alors ? J'ajoute qu'on est un tout petit peu dans la même situation que l'interruption volontaire de grossesse. En l'interdisant en France, alors que c'était autorisé dans d'autres pays de l'Union européenne, les femmes qui avaient les moyens allaient en Suisse, en Belgique, pour interrompre leur grossesse, et celles qui n'avaient pas les moyens étaient contraintes d'avoir recours à des avorteuses dans des conditions extrêmement difficiles. C'est le cas même pour l'euthanasie aussi. Et depuis, c'est Lucien Neuwirth qui le dit, depuis qu'il y a la pilule et depuis qu'il y a l'interruption volontaire de grossesse, on ne trouve pas des bébés dans les poubelles. Attention à ne pas empêcher un certain nombre d'évolutions. Dites-moi, lorsque vous parlez de temps en temps de Louise Michel, de sa sexualité libre, elle était homosexuelle il y a bien longtemps, même à l'époque, on parlait de l'homosexualité, mais il n'y avait pas de texte. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression quand même qu'avant,
ce débat existait, mais on ne passait pas à l'action. Est-ce que justement maintenant, on passe à l'action? On autorise justement le mariage pour tous. On va autoriser a priori la PMA. J'ai l'impression qu'avant c'était le débat et maintenant c'est l'action. Oui, parce que nous sommes dans une société de plus en plus judiciarisée où il faut des lois. L'homosexualité a toujours existé, masculine ou féminine. C'est la responsabilité des hommes et des femmes. Est-ce qu'on a besoin de légiférer? Oui, puisqu'on est dans un monde un peu intolérant, qu'on exclut facilement. Et le fait d'être obligé de légiférer, c'est pour éviter les exclusions. Alors, est-ce que vous êtes aussi pour jusqu'à aller pour la GPA pour tous? Alors, je suis plus réservé sur la GPA parce qu'il faut faire attention à la marchandisation que ça peut donner. Ça peut se légiférer aussi. Pardon? Ça peut se légiférer et justement encadrer la... Je pense qu'il faut écouter, il faut... C'est pas mûr. On y viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, passons l'étape de cette PMA et vraiment... Ne nous positionnons pas en fonction des appartenances politiques. C'est une affaire de conscience. Chacun a le droit de dire qu'il est pour ou pour les contre, mais arrêtons de défiler, de nous opposer. Cherchons à comprendre la société moderne. Dans votre livre, vous parlez du dernier évêque qui était à l'Assemblée nationale, député, comme vous parlez du premier musulman. Quand on lit votre livre, on a l'impression, on écarquille les yeux, on se dit mais c'est pas possible qu'il y avait un évêque en soutane à l'Assemblée nationale. Oui, et qui d'ailleurs s'élevait contre la séparation des églises et de l'État. Oui. Or aujourd'hui, ce qui est au cœur de notre société, c'est la laïcité. Et heureusement qu'un certain nombre d'hommes politiques ont poussé à l'Assemblée la loi de séparation des églises et de l'État, car elle a séparé la religion du politique. La séparation des églises et de l'État, ce n'est pas la négation du fait religieux, c'est le fait que l'État est séparé des religions, mais que l'État assure à chacun et à chacune d'entre nous son libre choix et le choix de ne pas avoir de religion. C'est ça la société. Alors, contrôlons cette société, voyons les évolutions, mais ne restons pas arc-boutés sur des concepts anciens. À quoi ça sert de se souvenir de ceux qui ont fait la France, franchement? À quoi ça sert de... Oui, une question provoque, hein, mais à quoi ça sert de se souvenir de ceux qui ont fait la France? Vous allez tous les mois dans un lycée, vous vous confrontez effectivement à cet affront de jeunes qui connaissent à peine effectivement tel ou tel nom de la République et de ceux qui ont fait la France. À quoi ça sert aujourd'hui, à l'heure où une communication chasse l'autre, à l'heure où on a parlé tout à l'heure de Gérard Collomb, dans un an on n'en parlera peut-être plus, à quoi ça sert de se souvenir d'eux? Ça sert, comme votre émission, à être cool, à expliquer aux enfants de France, dans toute la France, qu'il y a des hommes et des femmes de conviction qui ont porté des idées, qui ont porté ces idées contre tout le monde, que ces idées sont devenues l'architecture de notre pays. Et finalement, c'est une leçon d'optimisme. Vous savez, le philosophe Alain disait « le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté ». Eh bien, je voudrais que ces enfants de France soient volontaires. On ne subit pas. Et on essaye de comprendre, d'écouter pour porter de nouvelles transformations de notre société. Ce que vous dites aussi dans votre livre... Et j'ajoute, que la nation... Oui. C'est un rêve d'avenir partagé. Mais ce rêve d'avenir partagé, il puise ses racines dans notre histoire. Ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que ceux dont on se souvient ne sont pas forcément ceux qui ont œuvré. Ceux, parfois, qui ont travaillé restent dans l'ombre, et ceux qui ont porté, peut-être à la dernière seconde, le dossier, ce sont eux qui restent finalement dans la lumière. Et là, c'est notre société. Il y a des gens qui prennent la lumière, et qui sont là au moment où il faut être pour faire croire que c'est eux, mais il y a partout des artisans qui travaillent avec ténacité, avec conviction, et cela on les oublie. Et c'est l'objet de ce livre, de rendre hommage à ces hommes, comme je l'ai fait pour les femmes. Par exemple, on parle du Bachot, mais qui se souvient, je l'ai parlé dans Ces femmes qui ont rêvé la France, de Julie-Victoire d'Aubier, la première femme qui s'est battue pour avoir le bac. Et quand elle a réussi, le ministre de l'Instruction publique de l'époque
a dit tant que je serai ministre, et pour ne pas déshonorer mon administration, je ne signerai jamais le diplôme de bachelière à une femme. Et elle s'est battue. Et Viviani a repris ses idées. Et donc, je crois que ce que je veux montrer à ces enfants, c'est qu'il ne faut jamais être désespéré et qu'il faut toujours croire en son pays et au progrès. Je vais vous faire écouter quelques secondes d'une petite chanson avant de terminer. Et vous me ferez une petite réaction. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur... Réaction. J'ai reconnu. Simplement, on vient de perdre un chanteur, mais surtout pour moi, un très grand écrivain. Un écrivain de la diversité, qui parlait plusieurs langues, qui représentait plusieurs pays. Et c'est ça qui a été fantastique, c'est que la France a offert l'hospitalité à un homme qui était l'homme des lettres, l'homme de la communication et l'homme de la diversité. Alors, on va passer la main... Oui ? N'opposons pas les cultures les unes aux autres. Absolument. L'union fait la force. On va passer la main à Laurence Ferrari. Laurence Ferrari, le 18h dans un instant, c'est vous qui allez reprendre maintenant. Vous allez parler de Gérard Collomb, j'imagine. Effectivement, ma chère Christine, l'affaire Collomb qui ne cesse de rebondir. Le ministre de l'Intérieur veut quitter la place Beauvau. Il l'a redit cet après-midi publiquement, alors même que le président de la République lui avait renouvelé sa confiance hier. On est à nouveau en pleine crise au sommet de l'État, un mois après la démission de Nicolas Hulot. Alors qui pour remplacer Gérard Collomb? Et pendant ce temps-là, qui s'occupe de la sécurité des Français? On en débat avec mes invités et nos chroniqueurs ce soir dans Punchline, Christine. Merci beaucoup, ma chère Laurence. Jean-Louis Debré, merci beaucoup. Merci. Vous avez dit quand même que Gérard Collomb, il est en manque d'amour. Hein. On va voir ça tout à l'heure, on va suivre ça. Laurence Ferrari fait le 3e épisode. Nous attendons le 4e épisode de l'affaire Collomb-Macron. À suivre sur CNews et c'est tout de suite. Merci.